ça va? Ça va et toi? Ouais, t'as passé une bonne journée? Top. Très bien, parfait. Il est quelle heure là? Ça va, j'ai rien raté? Non, ça va, ça commence dans 2 minutes. Ok, parfait. Mais ça te laisse juste le temps de te changer et puis moi de faire l'apéro. J'y vais dans ce cas. Ok. Est-ce que tu veux des olives vertes ou des olives noires? Des vertes s'il te plaît. Ça tombe bien, il n'y a que des vertes. Non mais t'es sérieuse meuf? Quoi? Bah je sais pas. Genre j'ai quand même fait un effort moi. Tu pourrais faire de même non? Je sais pas, t'es en C'est bon, pyjama. t'as gagné. J'aime changer. Bah oui. Est-ce que tu peux être rigide parfois? Je rêve. Est-ce que tu peux être rigide parfois? Alors, pour madame, pour monsieur. Alors, voyons voir ces histoires. Comment ça marche? Attends, où est le lien? Ah, merci, oui. Ah, bah voilà. On sent bien, il va falloir se bouger parce que ça va commencer. Oups. Très bien. Ok. Ah, c'est mieux. T'as vu, il y a du beau monde, visiblement. Dis, tu crois que Clarisse Agbegenou est dans la salle? Attends, c'est l'étudiante qui a fait les JO, c'est ça, cet été? Exactement. Il y a moyen, hein, je pense. Mais tu te rends compte? 2 médailles d'or en judo. C'est pas rien, hein? Ça va, t'as gagné la médaille d'or de mon cœur. Arrête. Non mais attends, non mais j'hallucine là. C'est ton ex juste là au 3e rang. Ah, oui. Elle est Coucou. toujours là quand il faut, elle, hein. Oui, bon, ça va, hein, tu la vois partout. Je te signale quand même qu'il y a Loïc Perrache. Attends, chut, je crois que ça commence. Alors bonsoir. Bonsoir à tous et vraiment quel plaisir d'être ici avec vous. Et un grand merci aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Je crois que vous êtes assez nombreux. Donc merci aux donateurs, aux représentants d'entreprises qui sont avec nous, aux étudiants, aux alumni, collaborateurs et professeurs pour partager ce moment ensemble. I will switch to English just an instant because the event will be in French. For the English speakers, you can access the event and the audio version with the QR code that you may have received on your email or you can see on the screen. Bon, on est très heureux d'être là avec nous. Merci à Hugo et Sandy d'avoir fait un petit sketch d'introduction et j'espère que vous êtes bien installés tous les deux. Donc l'idée ce soir, c'est évidemment de faire un point sur la campagne de levée de fonds, vous dire où elle en est. Elle a été lancée il y a 2 ans maintenant, en juin 2019, avec un objectif très ambitieux. Nous avons fait de très belles avancées et Olivier va nous en parler dans quelques minutes. L'idée aussi ce soir, c'était de célébrer l'esprit d'entrepreneuriat HEC. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, parce que il y a une sorte de lame de fond à l'école qui est assez impressionnante en matière d'entrepreneuriat et qui se reflète dans le nombre de startups qui sont créées par les étudiants HEC, par les réussites de plus en plus visibles des alumni qui créent leur entreprise, et il y en a de plus en plus, et puis par le nombre d'initiatives qui sont prises au niveau de l'écosystème. On en parlera tout à l'heure avec Adrien Couret. Je pense qu'il y a une deuxième raison, c'est que le centre innovation et entrepreneuriat est en train de devenir un axe stratégique extrêmement fort pour l'école. Et Loïc nous en parlera, et Loïc Perrache, directeur général de l'école, nous en parlera tout à l'heure, et qu'on avait envie aussi de donner envie à des entreprises, à des alumni, de soutenir ce centre et les actions qu'elle porte. Enfin, c'est l'année des 140 ans de l'école, et cette année, HEC, en parallèle avec HEC Alumni, a décidé de revisiter ses valeurs et sa raison d'être et les a redéfinies. Et l'esprit entrepreneurial est apparu comme une évidence. Donc ce soir, nous aurons des donateurs, bien sûr, qui sont aussi des entrepreneurs, qui viendront témoigner. Et nous avons le plaisir aussi d'avoir Bernard Amanansou avec nous ce soir, donc, qui a été directeur général de 1995 à 2015. Et qui a conduit un certain nombre d'innovations majeures pour l'école sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure.
Sans plus attendre, Olivier, alors, tu es très engagé avec la Fondation, bien sûr, depuis 2 ans et demi maintenant, et on t'en remercie. C'est un chemin. Est-ce que tu pourrais partager avec nous peut-être ce qui s'est passé, enfin, là où nous en sommes un peu dans la campagne, et puis quels ont été les faits marquants depuis l'année dernière, où nous avions ce rendez-vous? Bien, bonsoir Delphine, bonsoir à toutes et à tous, ici présents ou en ligne. Je ne peux pas résister à la tentation de faire un clin d'œil à Bernard Ramanantsoa pour lui dire que 30 ans après, je me sers toujours de ce que tu m'as enseigné en stratégie d'entreprise, et régulièrement. Donc, merci pour ça. Je voudrais aussi, avant de répondre à ta question, saluer mes illustres et très fidèles prédécesseurs, qui sont presque tous là ce soir. Donc, on a Claude Jouven, Jean-Luc Alavena, Jean-Marie End, Daniel Bernard. Franchement, merci pour votre fidélité à HEC qui m'oblige. Alors, 2021, je dirais, ça a commencé par un fait marquant pour moi, qui est la nomination d'Éloïc Perrache comme nouveau dean de l'école. Absolument. Et je dois dire que très très vite, Éloïc s'est fortement engagé auprès de la Fondation pour nous aider à lever des fonds. C'est un dean très actif à plein d'égards, mais également pour le fundraising. Et donc merci pour ton soutien, Éloïc. Un point un petit peu plus triste, mais que je me dois de mentionner, on a, vous le savez, Philippe Foriel-Destezet nous a quittés l'été dernier, donc je voulais quand même lui rendre un hommage. Philippe, que j'ai un peu connu, mais que beaucoup d'entre vous ont encore bien mieux connu que moi, a été d'abord un très très grand entrepreneur, probablement un des plus grands entrepreneurs issus d'HEC, puisqu'il a fondé ADECO et développé ADECO. Mais il a été aussi un soutien d'HEC d'une énorme loyauté, d'une présence constante. Il a aussi été un très très grand donateur. Il a été présent à peu près à tous les événements qu'on a organisés. Donc franchement, chapeau à Philippe. Et je crois que vous vous joindrez à moi pour, je dirais, lui rendre hommage. Alors, un bilan intermédiaire après un peu plus de 2 années de lancement de cette campagne Impact Tomorrow. Je vous rappelle qu'on a l'ambition de lever 200 millions d'euros pour HEC d'ici à 2024 dans le cadre de cette campagne. Je dirais, où en sommes-nous? Je vais faire traîner un peu le suspense pour vous dire précisément où on en est quand même, et donner quelques éléments un peu plus qualitatifs pour commencer. D'abord, il y a de grandes avancées. On a en particulier beaucoup avancé dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, du soutien à l'enseignement et la recherche. En effet, on a créé un nouveau type de projet philanthropique qui permet à des individus anciens de l'école de financer de l'enseignement et de la recherche, des chaires. Ça a commencé avec Hubert Joly, avec sa chaire Purposeful Leadership. Il y a eu Jean-Marie Éveillard, et puis plus récemment, Pierre Endurand. Et on a, au travers de ce type de véhicule, un potentiel pour aider la faculté, aider l'école à enrichir son portefeuille de très grands enseignants-chercheurs qui est remarquable. Donc c'est une véritable innovation, et on est, je dirais, bien parti pour avoir encore plus de ce type d'initiatives et de dons. Il y a eu iParis qu'on a lancé il y a à peu près 1 an maintenant, avec 5 grandes entreprises fondatrices. Je sais que Raphaël reviendra dessus, donc je ne vais pas m'étendre, mais qui, là aussi, avec l'Institut Polytechnique de Paris,
permet de créer un centre de recherche et d'excellence qui attire beaucoup de moyens et qui permet à nouveau de recruter les meilleurs enseignants-chercheurs du monde et de les attirer vers HEC. Donc là encore, beaucoup de progrès dans cette campagne sur le thème de l'enseignement et de la recherche. Je voudrais aussi signaler, parce que c'est une innovation majeure, c'est un breakthrough, comme on dirait, en tout cas vu du fundraising. Nous avons pour la première fois une fondation privée qui n'est pas d'origine HEC, qui est la Dieter Schwartz Foundation, qui a financé 2 chaires de recherche, là aussi pour HEC, en association avec la Technological University de Munich, la TUM. Et donc, ça nous montre qu'on a aussi des fondations privées qui peuvent être prêtes à financer de la recherche dans les domaines qui les intéressent. Donc, des grandes avancées sur ce thème nouveau, finalement, dans cette campagne de l'enseignement et de la recherche. Bien sûr, on a continué sur l'égalité des chances, qui reste un peu le cœur du moteur et de la mission de cette fondation. Beaucoup de choses ont été faites et je voudrais en signaler 2 particulières, récentes, qui viennent toutes les deux de 2 administrateurs du conseil d'administration de la fondation HEC. D'abord, Valérie Colloredo a fait un don majeur auprès de sa fondation 104, qui est la première des fondations abritées au sein de la fondation HEC. Il faut savoir que Valérie, au travers de sa fondation abritée, a financé plus de 36 élèves, des frais de scolarité de 36 élèves déjà au travers de sa fondation. A signalé aussi quand même que Henri de Castres, associé à son fils Jérôme, ont également créé une fondation abritée récemment pour financer en particulier les jeunes au niveau du lycée et des prépas, pour les pousser plus loin, avoir plus d'ambition vers l'enseignement supérieur. Donc, des vraies avancées dans l'égalité des chances également, mais pas que celle-ci, c'est tous, vous tous, en ligne, ici ce soir, et ceux qui ne peuvent être avec nous, qui nous ont aidés vraiment beaucoup. Et je dois dire que ce qui est marquant, c'est que le Covid n'a en rien affecté la générosité des donateurs de la Fondation pour HEC. Et pour ça, bravo à tous. Vraiment. Bravo. Peut-être revenir aussi sur... on parle souvent des grands donateurs et il y a un certain nombre d'initiatives, je dirais collectives, qui sont assez fortes dans cette campagne, à différents niveaux. Est-ce que tu peux nous en revenir dessus et nous en décrire quelques-unes ? Il y a une très belle dynamique dans cette campagne qui est enthousiasmante, qui fait plaisir. Et on a de plus en plus de projets, comme vous l'avez compris, au cœur de la stratégie de l'école. Concrètement, on a aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, 31 personnes qui ont rejoint le Dean Circle, le cercle du Dean, qui est consacré à ceux de donateurs particuliers qui sont engagés à plus d'1 million d'euros. 31, c'est beaucoup plus qu'au début de la campagne, et c'est formidable. On a 230 grands donateurs. Grands donateurs, c'est ceux qui se sont engagés sur plusieurs années à un minimum de 150 000 euros. Là aussi, leur nombre a significativement augmenté. Et puis tous les autres. Et ce que je trouve assez remarquable, c'est que, d'abord, la base s'étend, et on sait tous que les donateurs plus jeunes sont les grands donateurs de demain, donc c'est très très important de les rallier à nos initiatives. Et il y a quelques initiatives qu'il faut mettre à l'honneur, et qui sont des projets collectifs de donateurs plus petits qui s'allient pour avoir un impact. On a eu HEC Village. HEC Village, c'est 130 donateurs qui ont ensemble levé 500 000 euros pour rénover une partie des infrastructures du campus. Et je crois qu'on a inauguré, m'a-t-on dit, aujourd'hui, la nouvelle cafétéria grâce à ça. Donc c'est des images, ouais. Ah ben voilà, la voilà. Donc formidable. Donc ça, c'est des choses extrêmement concrètes que des donateurs peuvent faire ensemble pour l'école. On a eu Hub Gainshare. On a dit 134 donateurs qui ont permis d'allouer 34 bourses de vie à des étudiants qui étaient quand même pendant le Covid très en difficulté sur le campus.
là encore, une initiative collective avec beaucoup d'énergie. Donc il se passe des choses très importantes également au sein des donateurs, je dirais, qui deviendront des grands donateurs. La promotion 2009, me dit-on, a décidé de lever 250 000 € ensemble, donc il y a une dynamique de promotion, donc vive les promotions qui prennent ce type d'initiative, et je note que la promotion 67, depuis des années, finance les frais de scolarité d'un étudiant. Et donc, toute cette dynamique-là, elle concourt finalement à l'épanouissement de l'école, à solidifier les liens entre la communauté, et tout est absolument important. Voilà. Ouais. Moi, je voulais signaler aussi, on a une initiative qu'on vient de lancer, donc c'est la 2e édition, qui s'appelle le MBA Giving Month, là aussi qui est une initiative collective pour financer des bourses pour des MBA. Donc on a sur un mois, en fait, l'objectif d'avoir le maximum de donateurs qui contribuent, quel que soit le niveau. Donc on a, je sais, quelques ambassadeurs du projet ici sur place. Donc voilà, donc c'est vrai que ce genre d'initiative permet d'avoir un impact ensemble très fort sur certains projets plus précis. Donc merci à tous. Et alors, en parlant de promotion très très active, on a la promotion 2005 qui a beaucoup contribué au projet HEC Village, que je remercie, et je crois qu'il y a quelques représentants ce soir. Il y a la promotion 2003. Et la promotion 2003 a fait une percée assez remarquable dans le top 5 des promotions mobilisées. Et je souhaiterais à cet égard appeler Kevin et Bénédicte Guénégan à nous rejoindre. Alors, bonsoir à tous les deux et merci beaucoup d'être là, d'avoir fait le voyage jusqu'au campus, pour être avec nous aussi. Alors, Bénédicte, donc promotion 2003, tu sors d'HEC, tu commences dans le conseil en stratégie pour rejoindre le groupe Alliance, dont tu es responsable marketing digital, directrice marketing digital maintenant, et tu vas te lancer dans une nouvelle aventure prochainement. Tu vas nous en parler. Et Kevin, major entrepreneur, bon là, voilà, bon, finance, private equity, et puis là, il y a 10 ans, tu te dis, je crée le groupe AD Éducation, donc qui est un réseau d'écoles spécialisées dans l'enseignement supérieur, mais dans certains métiers, donc le luxe, le design, par exemple les médias, etc. Et vous avez tous les deux décidé d'un engagement très fort, ensemble, et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce qui a été le déclencheur, en fait, de ce don majeur qui vous fait rentrer dans le cercle d'Utine. Merci beaucoup. Alors, je me lance. Je suis très émue d'être ici parmi vous ce soir, de retrouver ces locaux, notre ancien directeur, puisque M. Ramanantsoa était directeur en 2003. HEC a beaucoup compté pour nous, tant sur le plan professionnel que personnel. C'est ici que j'ai vu pour la première fois Kevin dans un couloir avant un face-à-face. Donc, c'est le début d'une belle histoire entre nous. Et de façon générale, nous avons adoré nos années à HEC. Je suis très heureuse de voir que la cafétéria a un nouveau design. Bravo. C'était déjà bien, mais là, c'est encore mieux. Donc, vraiment des années magnifiques à HEC. D'abord, des amis très chers, dont certains sont dans la salle ce soir. Pour moi, HEC, c'est d'abord une histoire de rencontres, de personnes. Nous avons vécu des expériences formidables, un BDE qui nous a beaucoup apporté, marqué, avec lequel nous nous sommes beaucoup amusés, une mission humanitaire au Cambodge qui a été fantastique, mais aussi d'excellents professeurs, bien sûr, en économie et en finance notamment. Vraiment, HEC, pour nous, ça a été un socle, un début sur lequel nous avons pu construire. Et pour nous, c'est tout naturel aujourd'hui de pouvoir redonner un petit peu à une école qui nous a autant apporté. Voilà, et puis au-delà de notre... Au-delà de notre attachement personnel, bien sûr, pour l'école, c'est vrai que l'éducation au sens large est une thématique qui nous parle particulièrement. Et on est assez convaincus tous les deux que l'éducation, c'est le meilleur ascenseur social et qu'on peut évidemment conjuguer excellence et ouverture sociale. Et donc c'est vrai que les projets à la fois de la nouvelle direction, de la fondation, nous y sommes extrêmement sensibles.
Et donc, on a envie de s'engager aussi pour ces causes-là. Et puis, au-delà de ça, évidemment, HEC, c'est l'excellence académique et qui doit former des étudiants brillants et engagés pour le monde de demain. Et donc voilà, on espère à notre échelle, évidemment, participer à faire rayonner l'école en France et à l'étranger. Et merci beaucoup déjà. Que diriez-vous pour convaincre d'autres camarades de nous rejoindre? Alors déjà, on a une très belle promotion en 2003. Donc félicitations à tous ceux qui contribuent déjà. Pour nous, à HEC, c'est vraiment une réussite collective. C'est un réseau de personnes solidaires qui s'entraident, sur lesquelles nous pouvons compter avant, pendant et après nos études. Avant d'intégrer HEC, moi j'avais choisi une prépa où la philosophie c'était réussir ensemble. Et je pense que c'est très important de savoir que le collectif est très fort. Et c'est vraiment pour ça aujourd'hui que je pense que c'est important que chacun à son échelle et selon ses possibilités contribue de son temps et de ses moyens pour accompagner la croissance de demain, pour porter tous les projets que vous avez décrits. Encore une fois, HEC, pour nous, c'est vraiment transformer nos vies. Peut-être un jour celle d'un de nos enfants, qui sait. Donc, je souhaite qu'un maximum de personnes nous rejoignent. Voilà, je crois qu'on est très nombreux, de très nombreux anciens à avoir eu des belles trajectoires professionnelles, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou non. On a la chance d'en faire partie. Et donc, c'est naturel pour nous, évidemment, de soutenir la Fondation. Voilà, sans HEC, on ne se serait pas rencontrés, évidemment, et on n'aurait pas rencontré des amis formidables de notre promotion, et puis on n'aurait pas, évidemment, créé un réseau autour de nous. Et puis, évidemment, les enseignements que l'on a eus nous ont permis d'avancer sur notre chemin professionnel. Voilà, à titre personnel, c'est vrai que sans HEC, j'aurais pas rencontré Bénédicte qui m'a soutenu dans mon projet entrepreneurial depuis le début. J'aurais pas rencontré ces amis fidèles qui m'ont conseillé et soutenu, parfois dans des moments difficiles. Donc c'est vraiment, je pense, nécessaire qu'on puisse tous aider la Fondation de ce point de vue-là pour que cette histoire, elle continue pour les prochaines générations et que chacun puisse aussi faire de belles rencontres et monter de beaux projets et développer sa trajectoire professionnelle. Alors, puisqu'on est sous le signe de l'entrepreneuriat, j'ai envie de vous demander aussi, finalement, qu'est-ce qui fait que HEC est unique, selon vous, en cette matière? Alors, HEC, on nous l'a dit dès le premier jour, c'est apprendre à oser, effectivement. C'est le fait de faire des choix courageux, de se faire confiance, de prendre des risques. J'ai beaucoup d'admiration, notamment pour Kevin, qui a quitté le monde feutré de la finance et un beau family office pour reprendre un groupe d'école. Et donc, prendre ce risque-là. Et qui, depuis qu'il a repris, il y a maintenant bientôt 13 ans, n'a jamais renoncé et a toujours cette envie de créer, de développer très forte et ce feu qui l'anime et qui lui permet de réussir. Oui, puis je pense que pour l'entrepreneur, il y a différentes qualités à avoir. La créativité, l'audace, la vision, l'organisation. Mais surtout, il y a une qualité, toutes ces qualités, évidemment, on les apprend ici. Enfin, on essaye en tout cas. Et puis, il y a une qualité qu'il faut absolument avoir, c'est la persévérance, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, des moments difficiles, des moments de solitude. Et donc, il faut savoir être persévérant. Et moi, j'ai jamais regretté ce choix de basculer dans le monde de l'entrepreneuriat qui apporte aussi, bien sûr, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de satisfaction et beaucoup de sens. Voilà. Olivier, peut-être un mot pour... Moi, je voudrais... d'abord vous dire un très grand merci pour ce que vous faites pour la Fondation et donc pour HEC. Je trouve que votre exemple est très inspirant. Moi, j'ai plus besoin de bosser quand on a vos témoignages. C'est quand même ça qui est formidable. Puis, au-delà des qualités que tu as énumérées des entrepreneurs, j'en rajouterai une qui est la générosité. Donc,
C'est formidable et j'espère que votre exemple inspirera d'autres à rejoindre la Fondation et l'école. Et puis surtout, je vous souhaite tout le bonheur du monde et toute la réussite dans vos aventures entrepreneuriales à venir. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors Olivier, on parlait tout à l'heure de iParis, on parlait de DSS, et je suis ravie que Raphaël Gauthier, qui est directrice des partenariats entreprises, soit là pour nous en parler, puisque les entreprises représentent quand même 40% des dons que nous collectons à la Fondation. Donc déjà, un grand bravo, merci à l'équipe de l'école et à ton équipe. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit retour en arrière sur l'année écoulée déjà pour commencer? Avec grand plaisir. Merci Delphine, merci Olivier. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir en visio et sur le campus aussi en tant que diplômée 2002. Et donc de mettre en lumière aussi l'engagement de ces entreprises remarquables parce qu'elles font vraiment la différence. Et donc effectivement, si on revient sur les 9 mois écoulés, alors 9 mois c'est le temps qu'il faut pour créer la vie. Donc il s'est passé beaucoup de choses en 9 mois. Et notamment si on revient effectivement sur la création de ce centre unique multidisciplinaire qui est iParis, créé par l'Institut Polytechnique de Paris et HEC Paris, qui a pour ambition de devenir une référence mondiale en matière de data science et d'intelligence artificielle au service de l'économie et de la société. Et ben voilà, on voit que cette création rendue possible par 5 mécènes vraiment extraordinaires, L'Oréal, Capgemini, Total Energy, Rexel et Kering, eh bien on en a créé des choses. Et notamment, ça a permis le recrutement de 10 professeurs de rang mondial. Et donc, ils évoluent maintenant dans un écosystème à peu près d'une centaine d'enseignants-chercheurs. Leur production de connaissances est déjà reconnue au sein de la communauté, puisqu'il y a à peu près 250 publications qui sont présentées dans des conférences prestigieuses internationales. Et puis, on ne pourrait pas parler de iParis sans parler d'HEC, l'Institut Polytechnique, sans parler de formation. Et donc, on a un master en commun, XHEC, Data Science for Business, qui forme à peu près une centaine d'étudiants chaque année maintenant. Et, grande nouvelle, premier classement, eh bien, le Master XHEC Data Science for Business est rentré directement 3e mondial, derrière des formations. Ouais, bravo à eux. Je sais que professeur Vincent Fréteau est dans la salle, donc voilà, bravo à lui et aux équipes, parce que voilà, on est derrière des formations similaires de MIT et UCLA, donc on est très heureux. Tant ça donne le niveau d'ambition pour la suite, mais voilà, c'est des talents polyglottes, on va dire, qu'on a hâte de renforcer et de développer. Et puis il y a des initiatives annuelles régulières. Donc évidemment, on a fait un premier hackathon le but c'est de favoriser aussi le lien entre les entreprises mécènes et les étudiants, donc sur l'intelligence artificielle au service de l'efficience énergétique. Une première Summer School, et puis là il y a des groupes de lecture qui vont démarrer dès ce mois-ci. Donc beaucoup de choses sur iParis. Merci, bravo. Et sur les autres centres, parce qu'il y a 2 autres centres d'excellence. Oui, effectivement, à HEC, on a l'Institut Society and Organization, SNO, et le Centre Innovation et Entrepreneuriat. Et donc, il y a une très belle dynamique, notamment sur le centre SNO, où là, on a 3 piliers thématiques, Purposeful Leadership, Inclusive Business et tout ce qui est autour de la transition écologique. Et donc, depuis 1 an, un peu moins, la chaire un peu visionnaire de la Société Générale, sous la houlette de Jean-Michel Gauthier, sur le financement de la transition écologique, a rejoint cette dynamique. Le groupe Bouygues a créé sa première chaire sur Smart City et bien commun avec le professeur Bertrand Quélin. Et puis, Schneider Electric, Renault ont renouvelé leur engagement à nos côtés sur une dimension qui est fondamentale parce qu'on ne peut pas réinventer le nouveau capitalisme si on n'a pas cette dimension sociale. Et donc, c'est sur cette dimension qu'ils ont renouvelé leur engagement. Sur le centre innovation et entrepreneuriat, je crois que vous irez un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais il y a une très belle dynamique. Les projets sont en pleine accélération, de Bastille jusqu'au Dom-Tom. Et donc ça, c'est rendu possible grâce à la BRED, notamment à GS en France. Alors GS en France, c'est tous les codes barres qui rendent le commerce et le e-commerce possible quand même. Donc voilà, ils nous soutiennent sur ces dimensions-là. Il y a de très beaux projets à venir. Et puis peut-être, au-delà des centres, une thématique qui nous est chère, qui est celle du luxe. Kering a ouvert la voie en créant sa première chaire en 2010
renouvelée en 2015 puis en 2020 avec Christine Devalque et Patrick Albaladejo. Cette voie qui a été ouverte s'est poursuivie avec la chaire sous l'impulsion du groupe LVMH avec Anne Michaud, créée en 2015, renouvelée en 2020 avec un tout nouveau format pédagogique. Donc on est très contents. Puis en janvier 2021, c'est la Maison Cartier qui a souhaité nous soutenir avec des réflexions très prospectives avec professeur Anne-Laure Cellier d'HEC Paris et Benjamin Voyer de l'ESCP. Donc là aussi, on innove sur la façon dont on fait les chaires. Puis il y a encore d'autres entreprises qui s'engagent avec nous. Oui, effectivement. Merci de me donner cette possibilité de les remercier, si vous me permettez, au nom de la Fondation et de l'ensemble des équipes d'HEC Paris. J'en ai, forcément, je ne peux pas toutes les citer, mais celles qui ont renouvelé leur soutien, elles sont nombreuses. Odo BHF, BNP Paribas. On sait que la finance est au cœur d'HEC Paris. Et puis, c'est l'enjeu du XXIe siècle aussi réside dans cette dimension-là. Il y a également PwC, Accenture, The Boston Consulting Group, la Fondation Michelin, qui nous permet de déployer les programmes d'égalité des chances dont vous avez parlé tout à l'heure en région. Et puis également Allen & Overy, l'un des cabinets d'avocats les plus innovants d'Europe, qui nous soutient et d'ailleurs qui vient de lancer un projet avec HEC Alumni. Donc là aussi, on se croise et on grandit ensemble. Donc voilà, peut-être si j'avais un seul mot, ce serait merci. Merci à toutes ces entreprises. Elles sont formidables et elles nous permettent de créer cette marge d'excellence, d'ouverture et d'innovation dont le monde a besoin. Donc voilà, le chemin est encore grand, mais merci sincèrement de la part de toute l'équipe et de moi-même. Bravo. Merci Raphaël. Avant d'accueillir Adrien Couret, président d'HEC Alumni, Jean-Paul Vermès, qui est le président du conseil d'administration de l'école, avait un message pour vous. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. C'est merveilleux de rassembler la communauté HEC. Cette communauté HEC a merveilleusement bien fonctionné. L'école a fonctionné, vous le savez, pendant cette période difficile. Mais aussi la Fondation. La Fondation a été merveilleuse. Grâce à ses bénévoles, vous tous, merci. Grâce aux équipes permanentes qui ont fait un boulot fantastique et qui nous permet d'accomplir la moitié du chemin. Il reste une deuxième partie à faire. Nous comptons essentiellement sur vous pour sa réussite et son accomplissement. C'est un énorme travail pour le bien d'HEC, cette grande et merveilleuse entreprise qui est cette grande école. Alors oui, c'est un grand travail, mais c'est aussi une occasion formidable de rassembler la communauté autour d'un projet pour l'école. Et donc, je suis ravie de t'accueillir, nous sommes ravis de t'accueillir Adrien Couret, nouveau président d'HEC Alumni, fortement engagé de manière bénévole, à la fois grand donateur, membre du comité de campagne de la Fondation et élu président de l'Association des anciens en juin, en parallèle d'un parcours professionnel assez impressionnant. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qui a motivé ton engagement, spécialement maintenant, où justement tu as toutes ces fonctions? Alors bonsoir à tous d'abord, très heureux de vous retrouver ce soir entre camarades. Et ma réponse va être un peu redondante avec le témoignage formidable que j'ai entendu tout à l'heure, à savoir l'émotion et puis la volonté de rendre à l'institution ce qu'elle nous a donné. Avant d'arriver, j'ai eu un petit quart d'heure d'avance. Le taxi a mis un petit peu moins de temps à arriver et j'ai fait un truc que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai fait un tour sur le campus. Et beaucoup de choses avaient changé, plus que ce que j'aurais espéré. Et j'ai ressenti cette émotion, ce lien à l'école et le souvenir de tout ce que j'avais appris ici et de tout ce dont je suis redevable à cette école. Alors évidemment, on croise des personnes que l'on connaît ici, certaines qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Et Loïc, pendant un an, je vais te faire la blague régulièrement, mais j'ai eu Loïc comme professeur, il m'a appris beaucoup de choses. J'ai failli avoir une mauvaise note en microéconomie à cause de lui. Voilà. Et Bernard Ramanonso, vous étiez également en 2007 quand j'ai été diplômé doyen de l'école. Et vous avez dit une phrase qui m'a toujours beaucoup frappé, qui a frappé aussi tous les étudiants qui écoutaient le discours ce jour-là. C'était « creusez votre sillon, mais creusez-le profondément ». Et le sillon a commencé à être tracé ici. Alors, au début, je n'ai pas été forcément un alumni exemplaire. Les premières années après l'école, j'ai mené ma vie professionnelle, j'ai commencé à creuser mon sillon. Et j'ai commencé dans un secteur et dans une entreprise où il n'y avait pas forcément beaucoup d'HEC. Le secteur de l'assurance, dans le monde mutualiste. Et à un moment, j'ai ressenti le besoin de retrouver, pour des raisons professionnelles et personnelles, une camaraderie.
Et je l'ai retrouvé spontanément dans l'association, par le biais d'un club. Et c'est comme ça que je me suis engagé dans un premier temps pour la communauté, que ce soit alumni ou fondation. J'ai pris des responsabilités. Et puis à un moment où c'est devenu possible, la fondation a pris contact. Et surtout, ça a été l'occasion pour moi, 10 ans après, de voir à quel point l'école avait changé. Et les nouveaux projets qu'elle avait engagés. Et c'est vrai que derrière cette question du don qui s'est posée à l'époque, il y a le fait de rendre ce que l'on a reçu. Il y a le sens du don. Pour moi, c'est évidemment l'égalité des chances qui est un sujet qui me tient à cœur. Mais il y a aussi la compréhension que j'ai eue à l'école et dont on doit être, je pense tous ici, les premiers porteurs, qu'on est probablement à un moment de l'histoire de l'école où elle a plus que jamais besoin du soutien et de l'appui des HEC. Son modèle économique est en train de changer, la compétition mondiale est en train d'évoluer. Et donc on est dans un moment où HEC a besoin des HEC, et c'est aussi un message dont, au niveau des alumni, on veut être fortement porteur. Tu arrêtes. Je crois que tu as répondu à ma deuxième question qui était quel est le rôle, comment vois-tu le rôle de l'association auprès de la fondation, mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Oui, je pense qu'il faut quand même se dire, on parle d'HEC, on parle de la fondation, on parle d'HEC Alumni, ce sont trois objets qui ont bien leur rôle. HEC, c'est l'institution, elle forme des élèves, elle porte la recherche, elle est une institution au sens même très large dans la société. La fondation est son bras armé, si je puis dire, sur le plan financier, pour lever des fonds. Et l'association HEC Alumni, elle a pour vocation d'animer ce qui se passe après l'école. Mais il y aurait une erreur à penser que ces trois objets vivent leur vie séparément. En réalité, on a tout à gagner, et c'est ce que mes prédécesseurs avaient déjà mis en place, à mieux travailler ensemble entre nos trois environnements. Parce que la réussite d'un alumni, c'est la meilleure publicité, la meilleure promotion qu'on peut faire de l'école. Et d'ailleurs, quel que soit le chemin de succès qui soit engagé. A contrario, maintenant que je suis bien totalement dans la vie professionnelle depuis des années, je vois bien sur des personnes qui prennent de plus en plus de responsabilités, qu'à un moment, elles ont besoin de retrouver le pas de recul qu'on peut retrouver à l'école. Alors ça s'appelle Executive Education, ça s'appelle lien avec le monde de la recherche, et on a besoin de construire ces ponts-là. C'est toutes les réflexions qu'on est en train de commencer à conduire avec vous à la Fondation, avec Eloïc au niveau de l'école. Donc, ok, il y a trois environnements, mais on travaille tous dans le sens de la communauté. Tu veux ajouter quelque chose peut-être ? Oui, on a... Allô ? Oui. Je trouve que l'association, l'école et la fondation, moi je ne sens absolument pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette dans les objectifs. Il y a énormément de synergie. Certains me disent que ça n'a pas toujours été le cas par le passé, mais franchement, ça marche bien. Et il y a des projets très concrets qu'on conduit ensemble. Alors c'était ton prédécesseur qui avait initié, Frédéric Jousset, qu'on peut saluer aussi pour tout ce qu'il a fait pour la communauté. Quand Frédéric a lancé HEC Ventures, qui est un fonds d'investissement, tout de suite son réflexe a été de dire il doit y avoir une partie du carré d'intérêt qui reviendra à la fondation interne. Tout de suite son réflexe a été de dire ceux des entrepreneurs qui réussiront grâce à ces fonds doivent moralement devenir grands donateurs lorsqu'ils auront réussi. Donc il y a le gala, quand on fait le gala HEC, certes c'est pour les anciens élèves, mais c'est aussi une occasion, je dirais, de faire valoir l'intérêt pour eux, l'envie, peut-être susciter l'envie de donner pour la Fondation. Donc en fait, il y a beaucoup de projets, et en discutant avec Adrien et Marguerite récemment, d'ailleurs, on a même imaginé d'autres projets. Alors c'est un peu tôt pour en parler, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble et qu'on fera ensemble. J'en suis pleinement convaincu, et merci pour ton soutien, Adrien. Vraiment. Merci à la Fondation, aux équipes. Merci à tous. Peut-être maintenant, Olivier, nous dire où en est le compteur, en fait. Oui. Pour moi, le plus gros challenge de toute cette soirée, c'est de rester assis. Je veux dire. Donc, pour rappel, on vise 200 millions à l'horizon 2024. On a commencé il y a 2 ans et demi. Il y avait une phase silencieuse avant. Donc, on a atteint 116 millions d'euros de promesses de dons. Ce qui est, franchement, un grand merci à tous, parce que c'est... Donc, on a dépassé la campagne précédente à peu près, presque, à mi-parcours.
Donc ça montre le potentiel de démultiplication et tout le travail qui a été fait avant, qui permet finalement d'aller beaucoup plus loin. Et j'espère bien qu'ensemble, on va dépasser les 200 millions d'euros. Et à ce titre, ça faisait quelques mois avant l'été que je me disais, bon, on va arriver vers la moitié de la durée de la campagne, c'est bien d'avoir un nouveau boost. Est-ce qu'on peut accélérer plutôt que de se satisfaire de la trajectoire prometteuse dans laquelle nous étions. Et j'ai plusieurs choses à dire sur ce sujet. La première chose, c'est qu'on va venir avec encore plus d'objets nouveaux pour susciter l'envie de donner. Le Centre d'innovation et d'entrepreneuriat dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'Éloïc en reparlera, va devenir aussi un objet qui permet de donner pour l'entrepreneuriat à HEC, de soutenir l'entrepreneuriat à HEC. Sur l'Institut Society and Organization, sur le Purposeful Leadership, on est parti fort avec Hubert. Il y a beaucoup d'autres choses à faire sur le climat, sur l'inclusion. Je pense qu'on va déployer des thèmes qui vont là encore susciter l'envie de donner encore plus. Et puis il va venir à un moment donné, bientôt, le chapitre de la rénovation du campus. Et donc je pense que, j'espère, Loïc nous dira peut-être, que vers la fin ou le début de l'année prochaine, on pourra commencer à donner envie à des gens de peut-être nous aider sur une salle, sur un bâtiment du nouveau campus d'HEC. Donc l'offre suscitant l'envie de donner va s'accroître. Dans le même temps, et je suis vraiment très content de ça, je voudrais dire que Jean-Paul Agon, ici présent, qui était déjà à titre personnel et via L'Oréal un donateur très important, a accepté de rejoindre le conseil d'administration de la Fondation et de consacrer un petit peu de son temps à nous aider à aller lever des fonds sur des projets encore plus ambitieux. Donc, Jean-Paul, un énorme merci pour ça. Ça nous booste encore plus et ça nous met la barre encore plus haut, mais on est ravis de ça, ça stretch tout le monde, c'est super. Signaler que Hubert Joly, qui au-delà de sa contribution personnelle, a aussi décidé de consacrer une partie de son temps à lever des fonds. Il est aux États-Unis et il va effectivement nous servir de relais pour animer un peu la levée de fonds aux États-Unis, et c'est formidable. Et puis, bon, je voulais quand même signaler que Daniel Bernard, en tant que président pour le compte de la Fondation du comité gouvernance de l'école, fait énormément de choses, beaucoup plus que beaucoup pourraient imaginer. Enfin, Rémi Buttiot, qui est, je crois, parmi nous ce soir, salut Rémi, qui est Managing Partner d'ICA Partners, qui est la nouvelle génération de jeunes HEC, reprend la présidence du comité de campagne et succède à Olivier Combastec. Je remercie chaleureusement pour tout ce qu'il a fait, pour nous. Et puis j'ajoute que, vous l'avez vu au travers de l'association, Adrien, Marguerite et puis Delphine et toute l'équipe de l'association, on est à fond, quoi. Je veux dire, on est à fond pour le deuxième boost, à la deuxième partie de cette campagne, où il faut qu'on vise, je crois, beaucoup plus haut encore pour HEC. Je suis confiant, parce que l'écosystème est formidable, et surtout, je pense que j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'avoir un impact sur la planète, sur le business, sur tout ce qui vous tient à cœur, HEC fabrique les dirigeants de demain qui, par votre intermédiaire, auront cet impact. Donc en finançant HEC, vous ne faites pas que financer HEC, vous financez aussi la création d'une future génération de dirigeants qui fera pour la planète, pour l'économie, pour l'inclusion, l'avenir de demain. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement stimulant et que ça donne un effet de levier finalement à vos contributions qui est absolument époustouflant. Je ne crois pas qu'il y en ait de meilleurs, en fait, pour être tout à fait clair. Donc allons-y, réengageons-nous et allons beaucoup plus loin ensemble. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.
Ah mais attends, mais c'est l'entrée du campus là? On dirait qu'ils font quelque chose, ils préparent un truc. Raison, il y a du monde. Ouais, On est sûr qu'on regarde la bonne soirée, nous? je sais pas, on dirait un flash mob ou un truc du style, non? Ouais, peut-être une Corée, comme pendant les campagnes BDE. Ah, les campagnes BDE! Souvenir. Ça fait si longtemps que j'ai pas fait un pot. Tu te souviens nos Corées endiablées? Le bon vieux temps. Ouais. Oh ouais, bah je sais pas. On dirait qu'ils ont peut-être prévu d'ailleurs un invité surprise. Genre Lady Gaga. Non, c'est trop calme tout ça. Je pense qu'ils ont prévu autre chose. Attends, imagine. Un gâteau d'anniversaire géant avec 140 bougies. Oh, ça me donne faim tout ça. Hein. Ou alors un DJ set, tout simplement. Ouais, mais d'ailleurs je vois bien Héloïque nous faire une petite performance de danse contemporaine là. Tu vois, un truc un peu conceptuel et poétique à la Tout fois. Héloïque. Et d'ailleurs, en deuxième partie de soirée, une table ronde sur les valeurs de l'entrepreneuriat. Le combo parfait. Je pense que oui. Je confirme qu'il se passe quelque chose avec la promo 2024. Je ne sais pas encore si Héloïque sera impliquée. Mais vous découvrirez ça tout à l'heure. J'ai le plaisir d'accueillir Adrien Nussenbaum, qui est HEC 2001. Et on parlait d'impact tout à l'heure. Je crois qu'on va en parler là. C'est parfait. Donc, tu fais l'actualité de la French Tech en ce moment. Je pense que tout le monde a vu que, donc, en tant que cofondeur de Miracle, donc, qui est quand même un des leaders mondiaux de marketplace maintenant, et présent dans 30 pays, tu avais réussi à lever 500 millions de dollars tout récemment. Donc, assez remarquable. Donc, tu fais l'actualité, mais tu fais l'actualité aussi pour nous, puisque tu as décidé de lancer dans un projet avec nous, de co-construire un projet avec nous dont on va parler. Je voudrais d'abord te demander, finalement, parce que tu as un parcours très inspirant pour beaucoup d'étudiants, tu étais avec eux d'ailleurs tout à l'heure, qu'est-ce qui t'a conduit à l'entrepreneuriat au fond? D'abord, bonsoir à tout le monde. Ça fait très plaisir d'être là. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il se rappelait des cours de Bernard Ramanantsoa et que ça l'avait inspiré pour sa vie professionnelle. Moi, je me rappelle de mes pièces de théâtre avec Bernard Ramanantsoa et ça m'a aussi inspiré pour ma vie professionnelle. Donc voilà, chacun son inspiration, la stratégie. Et ça fait rebondir sur ta question, c'est qu'apparemment, mon parcours académique ne m'a pas permis d'avoir des offres de job chez Goldman Sachs ou Morgan Stanley. Et sûrement, mon indiscipline m'a porté vers l'entrepreneuriat. Et donc, voilà. Alors, j'ai essayé une fois, bof. Une deuxième fois, pas mal. Et là, la troisième, pour l'instant, ça va. Voilà. Mais bon... Alors, tu as décidé de lancer, vraiment, d'impulser un nouveau projet avec l'école, qui s'appelle le Imagine Fellowship Programme. Donc, l'idée, c'est effectivement, c'est un projet ambitieux autour de Business and Peace. On va nous en parler. Donc, l'idée, c'est effectivement d'accorder des bourses à des étudiants qui sont issus de pays en conflit et quelque part d'abolir les barrières, de créer des ponts entre les cultures. Qu'est-ce que tu peux nous raconter ce qui a motivé en fait ce choix, le choix du nom, etc. C'est toujours, je pense, une dimension personnelle et puis la vie qui est faite de rencontres. Bon, à titre personnel, on va dire que je pense dans mon éducation, j'ai été marqué par la Deuxième Guerre mondiale et la manière dont elle a impacté ma famille et mes valeurs et mon regard sur le monde. À titre personnel, la vie est brève et autant essayer de faire quelque chose de bien pendant le temps qui nous est donné de passer un peu de temps sur cette belle planète. Et la troisième, c'est, je pense, la rencontre avec vous, donc Héloïque, Déborah et toi. Et c'est ça aussi, je pense, la dimension entrepreneuriale. J'expliquais à des étudiants, c'est qu'on réfléchit après, parce que si on réfléchit avant, on se rend compte que la plupart des choses auxquelles on pense ne sont pas forcément toutes bornées de tous les côtés. Et vous m'avez appelé un jour de Covid, et vous m'avez dit, j'ai dit, bah ok, faisons un truc. Et donc j'ai décidé de faire ce don d'1 million d'euros pour l'instant, et de faire en sorte que ça s'inscrive dans un programme qui ait du sens, je pense, pour moi, mais aussi pour les valeurs qu'une grande école incarne et qu'un grand pays comme la France incarne. On est le pays des droits de l'homme, on est un temple de l'éducation,
Et je pense que on peut, via l'éducation, le fait de se faire rencontrer des cultures dans ce lieu qu'est le campus, on peut créer les gens qui empêcheront la guerre demain, l'arrêteront quand elle a lieu ou la répareront après. Et comme on est quand même une école de management et de business, je pense qu'un des leviers, outre que la diplomatie et toutes les organisations qui existent et qui font un travail formidable, c'est quand même de se servir du business pour faire travailler les gens ensemble, pour redonner de l'emploi aux gens, pour reconstruire un pays. Et donc, comme on l'a dit avec Éloïc, alors l'ambition, je lui avais dit, c'est prix Nobel de la paix dans 10 ans. Mais vous avez vraiment embauché un directeur super entrepreneurial parce qu'il m'a dit 10 ans, on n'a pas le temps. Donc, on va dire 5 ans. Et je vous dis sincèrement, et je pense que c'est vraiment possible. Donc aujourd'hui, moi, j'ai fait un don, mais ça va payer quelques bourses. Si le cœur vous en dit, rejoignez-nous. Ça ne s'appelle pas Adrien Nussenbaum Center for Peace, etc. Ça s'appelle Imagine, parce qu'on a tous rêvé, de temps en temps, fumé des pétards ou fait autre chose sur Imagine de John Lennon. Et soyons un peu naïfs dans notre cœur de businessman. C'est possible. Et donc voilà, donc Imagine, parce qu'il faut imaginer un monde sans paix, sans guerre. Et c'est pas facile, mais bon, essayons. En tout cas. En tout cas, merci d'avoir choisi notre école pour monter ce projet et aider l'école à avoir un impact très fort sur cette dimension. Elle a quand même beaucoup d'ingrédients pour que ça marche bien et être un bon véhicule d'impact pour ce projet. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous surtout. Merci beaucoup. Merci. Alors, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, j'ai envie de dire, mais c'est quand même un événement qui est vraiment consacré à l'esprit entrepreneurial d'HEC, je voulais proposer un petit sondage pour tester vos connaissances. Au revoir, Adrien, si tu sais. Donc, vous pouvez vous pouvez répondre au sondage sur votre écran. Donc, vous avez une question qui est peut-être la question, c'est en quelle année le programme HEC Entrepreneur a-t-il été créé sous la houlette de Robert Papin? Donc, 3 réponses possibles, 1963, 1978, 1989. Donc, tu ne dis pas la réponse pour le moment, on la verra dans quelques minutes. Merci. Cette séquence, nous sommes allés à la rencontre de 3 entrepreneurs, donc 3 personnalités différentes, 3 parcours. Et vous verrez que finalement leur vision de l'entrepreneuriat et de leur parcours se rejoint. L'esprit d'entreprendre, pour moi, c'est d'abord oser, c'est avoir un projet qui nous tient à cœur, auquel on croit, et tout faire pour que ce projet se réalise, ne pas se mettre de barrières, aller sur le terrain, parler avec un maximum de gens pour donner un maximum de chance à cette idée de voir la vie. C'est se lancer sans savoir où on va réussir, où on va partir, mais avoir cette espèce de conviction d'un futur. Donc entreprendre, c'est d'abord être un optimiste, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de l'anxiété, mais c'est avant tout être un optimiste, je pense. C'est d'abord avoir une envie très profonde, soit d'innovation, soit de créer une différence, voilà, soit d'avoir une réalisation personnelle qui apporte une solution qui répond à un marché. Donc vraiment, en tous les cas, moi dans mon parcours, l'envie de faire bouger les lignes a été très très forte. En fait, il faut être là, il faut y aller, il faut se montrer. Il faut aller voir les gens, il faut aller parler. You have to show up if you want to start your own business. Entreprendre, c'est prendre des risques, mais c'est ça qui fait tout le challenge en fait. Et si on ne prend pas de risques, on n'est pas innovant et on ne crée pas quelque chose de nouveau. Donc il faut savoir se lancer, il faut prendre des risques. Encore une fois, il faut oser. C'est plus que savoir prendre des risques, c'est savoir s'adapter, savoir se remettre en question, changer sa trajectoire
Voilà, ça c'est un point important. Quelque part, c'est important de se dire les choses telles qu'elles le sont, je pense, pour être entrepreneur et ne pas se voiler la face sur la vérité, sur la réalité de ses échecs et de ses succès. C'est apprendre de l'échec. Mon meilleur souvenir d'entrepreneur, c'est assez difficile puisqu'il y en a plein. Oh, j'en ai plein. Un des meilleurs souvenirs, c'est ce qu'on vit au quotidien, c'est l'équipe, 35 personnes qui sont passionnées et qui croient autant que nous au projet et qui font tout pour que le projet se réalise. C'est quand vous créez les premiers contrats, le premier salarié qui vous dit oui, voilà, ça c'est des joies très profondes. Quand on regarde un peu en derrière, en fait, ce dont on est le plus fier, c'est la qualité, la profondeur, l'authenticité des relations humaines qu'on peut bâtir avec les gens qui vous accompagnent sur le chemin. J'ai des collaborateurs qui sont avec moi depuis 18 ou 20 ans. Ça, c'est une grande source de satisfaction. Et mes meilleurs souvenirs, c'est des souvenirs humains, en fait. Moi, j'étais un fils de prof qui venait de Bordeaux et HEC m'a aidé à me décomplexer. HEC m'a aidé à construire le capital minimum de confiance en moi pour pouvoir me lancer. Et ça n'a pas de valeur. Dans tous les cas, les élèves qui suivent ce type de formation se caractérisent par un certain nombre de traits. Et effectivement, je trouve qu'ils projettent en général une assez grande confiance en l'avenir et dans le fait que la vie est une succession d'opportunités. Et que parfois, voilà, certains moments plus difficiles sont en tous les cas des moments dans lesquels on apprend beaucoup et on peut voilà, s'épanouir. HEC fait beaucoup pour promouvoir cet esprit d'entreprendre et pour pousser l'entrepreneuriat, beaucoup pour l'entrepreneuriat au féminin aussi d'ailleurs. Et le fait d'être dans l'incubateur, de côtoyer d'autres entrepreneurs, de partager avec eux nos succès et nos réussites, c'est extrêmement important et ça nous a beaucoup aidés, surtout au début. Et oui, je pense qu'il y a un côté un peu pionnier, on va dire, d'HEC autour de ça, et beaucoup de choses au sein de l'école. Je pense qu'il est très frappant à HEC, c'est qu'on rencontre, comme je le disais, des amis pour la vie, mais surtout des amis dans tous les secteurs. C'est extrêmement large, et donc on a sans doute une ouverture qui est intéressante et qui permet sans doute de se nourrir dans un parcours d'entrepreneur. Quand j'étais à HEC, justement, à la majeure entrepreneur avec Robert Papin, et il m'avait dit quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué, que je n'ai jamais oublié. Il m'avait dit « on ne réussit pas tout seul. On réussit pas parce qu'on est meilleur, plus smart, plus rapide, plus travers que les autres. On réussit parce qu'on donne envie à d'autres personnes de vous aider. » Et ça, je crois que c'est une vraie clé. Alors, bonsoir à tous les deux. Bon, vous avez déjà été présentés, commentés, etc. On ne présente plus. Sollicité, oui, en plus. Voilà, j'ai envie de demander à Bernard tout de suite de réagir peut-être sur la vidéo. Qu'est-ce qu'évoque finalement l'esprit entrepreneurial pour vous? Spécialement à HEC, bien sûr. Oui, je crois qu'il y a deux choses, mais je vais dire avec mes mots ce qu'on vient d'entendre. Il y a une formule qui est dite là dans la vidéo, là, une formule de Sébastien, qui est sur le futur. Il faut la conviction d'un futur. Et je trouve que c'est une très belle formule, qui est très élégante et qui dit bien, en tous les cas au niveau individuel, ce qui est. Et je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. Et je pense que notamment l'esprit entrepreneurial d'HEC, c'est année après année, décennie après décennie, le fait qu'il y a quelque part une conviction d'un futur. Et ce que Olivier disait tout à l'heure dans ses mots d'envoi, je crois que c'est ça. C'est-à-dire, dans la bouche d'Olivier, on retrouvait cette conviction d'un futur. Et c'est pareil dans ce que disait Adrien en taquinant Éloïc sur le prix Nobel de la paix. Je pense que c'est ça, c'est quelque part ce qui caractérise l'esprit entrepreneurial à HEC. C'est cette conviction d'un futur qui en plus est partagée par toute la communauté HEC. Alors, on a une grande chance de vous avoir avec nous ce soir, hein, parce que c'est quand même les 140 ans de l'école. On ne va pas parler de 140 ans pour l'école, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est finalement, on retrouve cet esprit d'innovation très fortement dans les décisions qui ont été prises à l'école. Donc, c'est vrai que l'entreprendre, c'est prendre des risques, c'est oser, c'est innover. Finalement,
Quels sont les grands moments dans lesquels HEC a marqué un très fort esprit d'innovation et a pris des risques? Alors, avant de répondre à la question, je vais quand même dire un truc, parce que je le ressens depuis tout à l'heure. Adrien parlait d'émotion. Pour moi, merci beaucoup de cette invitation ce soir. C'est une émotion très forte pour moi et je voulais vous en remercier. Merci à mes anciens élèves, pardon pour ce possessif, là, sur leurs différents clins d'œil. Vous imaginez bien que c'est quelque chose... Dire à un prof de stratégie qu'on se souvient de ses cours, même si c'est peut-être pas vrai, mais enfin bon, qu'est-ce que ça me fait plaisir, voilà. Qu'est-ce que ça me fait plaisir qu'il y a un étudiant d'HEC qui se souvienne qu'on a fait du théâtre ensemble. Enfin, je veux dire, donc merci. Hein, c'était voilà, donc ça c'était pas prévu, mais vraiment un grand merci. Alors pour répondre à la question des grands moments d'HEC. Enfin, je crois qu'on a vraiment l'embarras du choix. Alors, je vais essayer de le mettre dans la perspective de cette conviction du futur. Il y a d'abord quelque chose qui est très fort, très puissant, je crois, en tous les cas dans les dernières années, c'est le fait d'être venu s'implanter à Jouy. Alors, on plaisante énormément sur ce côté HEC Paris est en fait à Jouy. Enfin, tous les élèves, promo après promo, se régalent du fait que, enfin, voilà, Jouy en Josas, c'est pas l'air Paris, mais qu'est-ce que c'est bien d'être sur ce campus et qu'est-ce que, paradoxalement, ça a fédéré, je crois, ou renforcé en tous les cas cette communauté HEC. Je pense que c'est un truc très fort et que la Chambre de commerce a eu cette idée, donc en 64, de venir, d'implanter HEC ici. Après, il y a un truc qu'on ne dit pas, ou que moi d'ailleurs je n'ai pas dit assez, c'est quand même en 73, il y a des femmes je crois que c'est la première année où des femmes sont reçues dans la grande école HEC. Et ça, je pense aussi que c'est quelque chose. Alors à l'époque, elles sont, enfin on les compte, je crois qu'elles sont moins de 30, mais c'est quelque chose aujourd'hui évidemment qui s'est développé. Mais ça aussi, c'est une conviction du futur, si je puis dire. Après, il y a quelque chose auquel, évidemment, vous n'allez pas être surpris. Je pense que les gens, mes prédécesseurs, qui ont inventé, qui ont eu cette idée de créer un corps professoral permanent, qui ensuite s'est développé avec, en particulier, de plus en plus de recherche, ça aussi, je crois que c'est quelque chose qui montre cet esprit entrepreneurial d'HEC. C'était dit dans la vidéo, l'entrepreneuriat, je crois que ça va avec l'innovation, et ça, c'est chaque fois des innovations qui sont quelque chose de très, très puissant. Il y a un truc qui est très fort, qu'on finit par oublier, mais ça n'a pas toujours été comme ça, c'est le fait de développer toute une gamme de programmes, la grande école, le MBA. Il faut se souvenir qu'il fut un temps, on ne disait pas le MBA d'HEC, on disait l'ISA, et on ne voulait pas en plus se parler sur le campus entre ISA et HEC Grande École. On est arrivé à fédérer tout ça, grande école, MBA, formation continue, devenue Executive Education, l'executive MBA qui était le CPA. Et tout ça, c'est rentré, et il faut rendre hommage à tous ceux, je pense en particulier à Jean-Marie Anne, qui était président des anciens ISA à ce moment-là, et à tous ceux qui ont créé cette dynamique. Et je pense que c'est une des grandes forces que tous ces différents programmes, on englobe vraiment tous les besoins de la formation en management, c'est très fort. Après, je vais aller très vite parce que vous savez que c'était mon dada pendant des années. Et je pense que ça a été un moment fort, même si ça a été créé depuis longtemps, la dimension internationale de l'école. C'est extraordinaire hein, quand même, je veux dire, mais ça avait été commencé bien avant que je ne prenne la direction de HEC. Et ensuite, on a continué, et puis je crois que ça continue. C'est quelque chose de très très fort. Le recrutement des étudiants, les profs, les réseaux, la SEMS, le PIM, les implantations. Hein. Aller au Qatar, c'était quand même improbable. Aller s'implanter en Chine, c'était tout aussi improbable à un moment donné. Et je pense que chaque fois, encore une fois, c'est vraiment l'entrepreneuriat d'HEC qui est quelque chose de très très fort. Et puis, last but not least, ce mouvement très fort de l'association et de la fondation. Alors, j'ai eu la chance de partager, alors beaucoup sont là, et je crois qu'on ne leur dira jamais assez merci aux présidents successifs de l'association et de la fondation qui ont fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, avec le recul, on se dit, ouais, bon, etc. Mais il faut essayer de se dire, et je pense que ça rejoint la question sur l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est aussi être capable de résister au scepticisme environnant.
Et il faut bien voir que quand Claude Jouven a invité à déjeuner Florial Destézé, je rends hommage à Florial Destézé, mais Claude Jouven m'a invité à déjeuner. Et Claude Jouven, avec la modestie qu'on lui connaissait, nous a donné un chèque d'1 million de francs à l'époque. Faut bien voir ce que ça veut dire. 1 million de francs à l'époque, on n'osait pas rêver. Quelques années après, Jean-Luc Alavena a lancé progressivement les campagnes. À plusieurs, alors à la Jean-Luc Alavena, c'est-à-dire chaque fois il remet une couche. Et donc il y a eu tout un côté en 2001, en 2003. En 2005, Jean-Luc a aussi accompagné le premier Class Gift, alors le Class Gift de la promo 2005, donc merci à ceux de la promo 2005 qui sont derrière moi et qui sont là, Michel Touati, Jean Garando, et puis un monsieur auquel je tiens beaucoup qui s'appelle Marc Ramanantsou. Ça n'est pas qu'une homonymie. Et donc voilà. Et puis après, il y a eu Jean-Marie qui a aussi beaucoup contribué à ça, et puis Daniel. Alors j'ai eu la chance de travailler avec Daniel pendant de nombreuses années. Il faudra que je l'écrive un jour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y aura un chapitre qui s'appellera « Les trucs pour vendre ». Alors par exemple, dans la place de Daniel, je ne dirais pas devant qui, quelqu'un disait « mais pourquoi c'était un HEC ayant fait l'ENA après, pourquoi je donnerais à HEC et pas à l'ENA ?» Et à ce moment-là, Daniel lui répond « mais parce qu'ils ne te l'ont pas demandé ». C'était absolument imparable, quoi, etc. Et il est devenu grand donateur, hein, donc voilà, merci à lui. Mais j'en ai 5 ou 12, enfin non, plutôt une dizaine que Daniel aurait pu, a dit devant moi. J'ai appris ce que c'était que savoir vendre et savoir faire des choses. Et puis évidemment, cet investissement de la Fondation à ce moment-là sur l'égalité des chances. Voilà. Last but not least, mais là c'est plutôt Éloïque. Moi, je l'ai un peu vécu au début, c'est le changement de statut, ça aussi c'est quand même une révolution. Le fait de sortir, en termes de statut, la HEC de la Chambre de commerce, hein, il faut bien savoir que pendant des lustres, on était un établissement de la Chambre de commerce, et puis un jour, on a inventé cette EESC, c'est Pierre-Antoine Gailly qui l'a porté. Moi, je ne l'ai pas, j'ai travaillé avant, mais je ne l'ai pas vécu, c'est Loïc qui en parlera peut-être. Ouais. Et sur l'entrepreneuriat, c'était quoi les grands jalons? Bon, on a parlé de la création du programme dont on ne révélera pas tout de suite la date de création. Non, alors il y a un homme important, il a été mentionné, voilà, c'est Robert Papin. Robert Papin, c'était un entrepreneur qui a lancé tout ce programme sur l'entrepreneuriat pour l'avoir vu fonctionner, quelquefois de façon frontale contre moi. Je peux vous dire que c'est un sacré bonhomme et c'était un sacré entrepreneur sur l'entrepreneuriat. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très très fort. Après, il y a eu d'autres développements, c'est-à-dire à partir de cet exemple d'HEC entrepreneur, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu quelque chose qu'on oublie, mais par exemple, Alain Bloch est arrivé qui est un successeur de Papin à la tête d'HEC Entrepreneur, est arrivé à internationaliser HEC Entrepreneur. Là aussi, je pense que c'est quelque chose de très très fort. Alain Bloch, le même, mais Elias Chouini aussi, ils sont arrivés à travailler sur l'entrepreneuriat avec l'école polytechnique. Donc, vous voyez, c'est toujours ce côté qu'on construit, j'allais dire, décennie après décennie, génération après génération. Michel Santi, au MBA, pareil, a développé tout un track sur l'entrepreneuriat. Et puis en Exed aussi, ce qui, quand même, il ne faut pas l'oublier, il y a tout ce qui est, avant d'être les incubateurs, il y a Challenge Plus avec Frédéric Islin, avec Étienne Krieger. C'est donc tout ça aussi qui je crois, sont des jalons sur l'entrepreneuriat. Et puis, il ne faut pas l'oublier, alors je vais essayer de le faire rougir, c'est très difficile, c'est Éloïque. Éloïque, quand on travaillait ensemble, on peut dire que ce n'est pas un propos de circonstance quand il développe l'entrepreneuriat comme en ce moment. C'était monsieur entrepreneuriat au sein du comité de direction. Il ne rêvait que de ça, il ne pensait qu'à ça, innovation, l'entrepreneuriat. Il a inventé un concept, je ne sais pas si ça existe toujours ou s'il a disparu depuis. Il voulait que les étudiants arrivant à la grande école, dès la première année, comprennent l'importance de l'entrepreneuriat. Il faut bien voir, ça date, l'air de rien, ça fait 10-12 ans qu'il était ça, et il avait inventé le concept du bac à sable,
pour que les étudiants, dès le début, comprennent ce que c'est, et donc l'expérience du bac à sable. Donc vous voyez, il y a toujours cette continuité. Je suis très content qu'Éloïc soit le DG aujourd'hui, parce que justement, il y a cette continuité, et ce n'est pas des à-coups, c'est justement un construit mine de rien. Mais je trouve que ça, c'est une puissance d'HEC. Merci. Alors Éloïc, en 2021, d'abord une petite question. Apprendre à oser, ça date de quand? La date exacte? 81, merci. Alors, en 2001. Donc, juste pour préciser, 81, c'est le centenaire de l'école. Hein. C'est à cette occasion-là. Oui, d'accord. Voilà, oui, exact. Je croyais que tu allais dire qu'il n'était pas né, mais... tu m'as entendu le penser. D'accord, ouais. Tu l'as pensé tellement fort que... Alors, 2021, qu'est-ce qui caractérise, c'est quoi l'entrepreneuriat aujourd'hui à HEC? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je suis ravi d'être là avec vous, je suis ravi d'être là avec Bernard. J'ai participé à un nombre de pièces de théâtre avec Bernard. Si pour chaque étudiant qui a joué dedans, il y a un miracle en puissance, l'avenir d'HEC va être formidable, donc c'est super. Écoute, il y a, je pense, des différences, et moi effectivement je les ai vues émerger, c'est que les étudiants créent de plus en plus tôt. Et c'est impressionnant de voir à quel point, sur le campus aujourd'hui, ils se lancent alors même qu'ils ne sont pas encore diplômés, quoi. C'est-à-dire que les étudiants, l'année dernière, on avait 100 créations d'entreprises avec des étudiants qui ne sont pas encore diplômés, qui sont en M2 ou en master entrepreneuriat. Enfin, on va peut-être remonter, mais moi je me souviens quand, je sais pas, en 2009, il y en avait peut-être 2 ou 3. Qu'on avait souvent des problèmes à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on avait des étudiants qui créaient trop tôt, qui n'arrivaient plus à aller en cours. On a exclu des élèves à une certaine époque qui ne finissaient pas leur scolarité. Et aujourd'hui, on les accompagne énormément. On a créé des programmes d'accélération. Donc, un sujet, c'est qu'ils créent extrêmement tôt. Certains vont se planter, et je pense qu'ils se disent c'est pas très grave. Et donc, il y a à la fois des rôles modèles qui ont changé, et donc, effectivement, des bénéfices à créer parce qu'il y a une satisfaction très forte à lancer une entreprise. Ils ont sans doute une aversion au risque qui est très différente, mais en tout cas, ils se lancent de plus en plus tôt et c'est assez impressionnant. Le deuxième point, c'est qu'il y a une puissance, et effectivement, on a parlé du centre de l'entrepreneuriat, c'est impressionnant ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que effectivement, les 100 entreprises créées sur le campus, ils se disent après, on continue. On y va, et nous, à l'incubateur aujourd'hui, on a beaucoup de mal à suivre parce qu'il y a des dizaines de projets qui arrivent et on a une association des diplômés extraordinaire. Et c'est vrai que voir que sur l'entrepreneuriat, le lien que tu évoquais entre l'association des diplômés et HEC, le lien que Adrien, tu évoquais, on le retrouve énormément ici parce que sans mentor, il n'y a pas d'accompagnement au sein de l'entrepreneuriat. Donc on a des experts, des mentors qui sont là. Et juste pour vous donner quelques chiffres, on a 25% du Next 40 qui est fondé par des HEC. 25% du Next 40. Aujourd'hui, allez, je regarde, il y a les levées de fonds par les boîtes qui sont passées par l'incubateur. Une fois de plus, on accepte une petite partie des boîtes qui sont créées à HEC. Il y a 2 ans, c'était à peu près 100 millions, un peu moins de 100 millions d'euros qui étaient levés par des boîtes passées par l'incubateur. L'année dernière, les boîtes passées par l'incubateur ont levé 145 millions d'euros. Et si on regarde juste les 9 premiers mois de cette année, on est à 190 millions d'euros. On a essayé d'avoir un petit chiffre qui était les sommes levées par des HEC globalement dans le monde. Cette année, sur les 9 premiers mois, on est à 1,7 milliard d'euros qui ont été levés à un moment donné par des HEC. L'année dernière, sur toute l'année, on avait relevé à peu près 1,1 milliard. Donc c'est une puissance de feu incroyable. C'est vraiment une dynamique très forte. Alors certains vous diront il y a une bulle, il y a tout ce que vous voulez, etc. Mais en tout cas, ça montre quelque chose d'extrêmement puissant. Et donc cette capacité à grandir, à scaler les boîtes et avoir une ambition internationale, là aussi c'est important. Alors Adrien est emblématique. On a
Thomas Jonas, que tu as rencontré aux États-Unis. Je crois que, si je ne me trompe pas, il a levé 600 millions de dollars sur des enjeux d'alternative food. Enfin, je dirais, c'est pas un Américain aux US, enfin un Français qui est aux États-Unis. Et donc, la capacité à aller à l'international, le développement international. HEC Ventures investit dans un certain nombre de boîtes. On a fait une petite soirée la semaine dernière. Ils sont tous en train de dire j'ai ouvert l'Espagne, je suis en train d'ouvrir le Portugal et l'Allemagne, etc., etc. Donc, cette volonté de grandir et de scaler les boîtes à un niveau mondial est extrêmement important. Le dernier point que je voudrais évoquer, qui est extrêmement important effectivement pour moi, c'est ce doux mélange entre de l'excellence qui est au cœur de l'institution, donc des projets, l'excellence des gens qui vont les monter, et cette volonté, enfin cette générosité, cette volonté de partager l'expertise, cette volonté de démocratiser l'innovation. Et c'est un formidable outil au service de l'égalité des chances, l'entrepreneuriat. Formidable outil. Et donc, bien sûr qu'on veut continuer à ouvrir socialement la grande école, qu'on veut avoir un impact mondial, changer tout un ensemble de destins. On peut le faire en accueillant des élèves à l'école, que ce soit une fois plus au MBA, au master à la grande école, mais aussi en aidant à créer des boîtes à des gens qui ne seront peut-être jamais diplômés de l'institution. Et je voudrais donner 2 exemples. On a un programme qui s'appelle Stand Up, et c'est un programme où on accompagne des femmes, exclusivement des femmes, pour les aider à créer des entreprises. Elles ne vont pas toutes créer des entreprises, et on a fait une analyse de mesure d'impact, et on voit bien à quel point l'employabilité de ces personnes-là aussi est transformée quand elles participent au programme. Et dans une optique de faire des choses en grand et scalées, c'est-à-dire que l'année dernière, on a quand même, je crois bien, certifié 400 femmes dans ce programme-là. Donc, premier exemple, 75% des femmes sont issues des quartiers prioritaires. Certaines sont diplômées, d'autres ne le sont pas. Mais en tout cas, il y a des vrais changements de destin. Et il y a une énergie dans ce programme qui est dingue. Et aujourd'hui, on le joue dans les dom-toms, à La Réunion, en région. Enfin, on a vraiment essayé de le proposer sur l'ensemble du territoire. Et un deuxième exemple, c'est qu'à HEC, on gère l'accélérateur ESS de l'entrepreneuriat social et solidaire de l'Île-de-France, financé en partie par la région. Et juste vous donner un petit exemple, là aussi, on accompagne 24 boîtes par an. Les boîtes qui sont rentrées en 2019, et sur 2 ans. Donc l'idée, c'est vraiment là aussi aider à scaler ces entreprises. Les 24 boîtes, celles qui sont rentrées en 2019, elles avaient à l'entrée 1232 salariés en cumulé dans ces 24 boîtes. 697 salariés sont en situation de handicap. C'est-à-dire 60% quasiment des salariés de ces entreprises sont en situation de handicap. Et c'est des taux de croissance à 2 chiffres qu'on a, alors qu'elles ont réalisé, mais en tout cas, nous, on a amené là aussi des mentors, là aussi des experts, là aussi toute l'énergie qui peut exister au centre de l'entrepreneuriat. Et donc, voilà aussi un élément, c'est-à-dire que cette maturité de l'entrepreneuriat sur le campus, elle est au service de nos élèves, elle est au service de la société française, elle est au service plus mondial même, mais elle va jouer un rôle très fort aussi dans la capacité à changer des destins dans le pays. Peut-être, Éloïc, la toute dernière réalisation du centre, donc qui date, je pense, qu'il y a une dizaine de jours. Hein. Oui. Alors, il y a HEC Venture, on en a parlé, donc j'y reviendrai pas. Et là, c'est un point important. Je vous ai dit, je me souviens quand on a appuyé sur le bouton pour aller à Station F, il y a un petit moment de solitude quand même, une petite goutte qui perle, en se disant, 800 mètres carrés, ça serait bien qu'on les remplisse, parce que ça va être un peu compliqué. Et aujourd'hui, on ne fait plus face à la demande. C'est vraiment énorme. Et c'est très, très important dans le projet d'HEC de se dire qu'on avance sur 2 piliers au sein du centre. C'est à la fois l'entrepreneuriat, de promouvoir la création d'entreprises, mais c'est aussi beaucoup l'innovation au sein des grands groupes. Et comment est-ce qu'on peut accompagner l'innovation au sein des grands groupes ? HEC, on n'est pas seulement un lieu où on produit du savoir, un lieu où on vient recruter des élèves. On a aussi l'ambition d'accompagner la transformation et l'innovation au sein des grands groupes. Mais c'est à ce titre aussi que les grands groupes ont envie de devenir grands groupes ou PME, etc. Mais en tout cas, de promouvoir l'innovation. Et donc, on a créé il y a quelques années, et on est en train de monter en puissance, c'est les équipes du centre qui ont lancé ça, ce qu'on appelle l'excubation, c'est-à-dire qu'on va identifier des projets innovants au sein des entreprises, on les propose de les excuber au sein de notre structure, c'est qu'on va les accompagner exactement comme des startups et on va les faire grandir exactement comme des startups dans un univers où peut-être qu'elles sont un petit peu éloignées, peut-être d'une bureaucratie un peu locale de l'entreprise, mais en tout cas, elles vont être accompagnées
de plein de créateurs d'entreprises dans plein de domaines. Et donc là, ça donne beaucoup d'énergie. Et donc, c'était compliqué de le faire à Station F. Donc, on a ouvert des nouveaux locaux à Bastille. Ça s'appelle HEC Records. Et c'est très intéressant parce qu'on les a ouverts avec 2 partenaires. My Job Glasses, dont vous avez vu la fondatrice tout à l'heure, qui est une entreprise qui est en pleine croissance et qui a dit moi je viens m'installer avec vous parce que je suis en train de croître et donc je quitte Station F et je viens avec vous. Et avec Imagine Office, qui est le premier projet excubé d'ICAD, qui est un animateur de lieux. Et donc voilà, on se retrouve à un moment donné avec une scale-up de l'incubateur et la première entreprise qu'on a excubée. Et donc on voit bien aussi comment est-ce que cette croissance de l'entrepreneuriat, elle se fait en famille, mais elle se fait aussi avec des projets qu'on a accompagnés et qu'on a vu grandir avec nous. Donc voilà, le dernier né, c'est HEC Records. Et on est allé visiter. On y est, on est rue des Taillandiers exactement, on est dans le quartier Bastille. Et c'est donc ici que d'anciens étudiants d'HEC sont incubés. Certains ont créé des startups qui connaissent aujourd'hui une croissance impressionnante. On va chercher le numéro 22 bis. Voilà, on y est, le 22 bis. Et ben c'est parti. Et nous sommes attendus par Inge, qui dirige le Centre Innovation et Entrepreneurship. Bonjour Inge. Bonjour. Et c'est ce centre qui aide les étudiants à développer leurs projets d'entreprise. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce lieu? Il est tout nouveau, déjà. On vient de l'ouvrir au mois de juillet. Donc, c'est un lieu où on accompagne nos startups, puisqu'on en a de plus en plus. On essaie aussi d'accompagner des scale-up, donc des entreprises qui commencent à grandir de plus en plus. On a apporter et amener avec nous aussi nos partenaires d'entreprise. Et on voudrait faire un lieu où on peut aussi expérimenter avec l'innovation, avec des entreprises qui amènent leurs projets d'innovation ici, qui rencontrent les startups. Donc un lieu où on peut faire vivre tout cet écosystème avec un petit studio en plus pour enregistrer du content. Combien de startups sont accompagnées par l'incubateur ? L'année dernière, en début d'année, on avait 70 startups. Aujourd'hui, on accompagne 150 startups. Donc, on a vraiment fait le scale-up de notre propre petite startup de l'incubateur HEC. Vous allez peut-être pouvoir nous aider. On cherche Arthur Barias. On va chercher. Merci. Arthur Barias a créé la société Oversea dans laquelle a investi le groupe Bolloré. Excusez-moi. Est-ce que ça vous trouve Arthur Barias ? Non. Bah non, il n'est pas là. On va essayer là alors. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors d'abord, en quoi consiste Oversea ? Le savoir-faire d'Oversea, c'est de faire communiquer 2 mondes qui ne se parlent pas d'habitude. Le monde du transport de marchandises, qu'on appelle le transport de fret, et d'un autre côté, le monde de la technologie au sens large. Et notre perspective, et ce qui, je pense, a été assez innovant dans le secteur, c'est d'unifier ces 2 mondes, de les faire dialoguer et de créer une nouvelle offre à partir de ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que nos clients aujourd'hui, en quelques clics, ils sont capables d'envoyer leurs marchandises, d'importer ou d'exporter dans plus de 60 pays au bout de la souris. À ma connaissance, on est la seule école qui est capable d'accompagner les gens et de prendre des gens qui soient étudiants, puisque on était étudiants quand on a démarré l'entreprise, et de les amener et de les porter jusqu'à la responsabilité de chef d'entreprise, parce que c'est ce qui s'est passé pour nous. L'esprit d'entreprendre, ça veut dire quoi aujourd'hui pour quelqu'un qui vient d'HEC et qui a grandi avec son entreprise grâce à HEC ? Alors moi, je vois à peu près 3 éléments. 1, curiosité, je pense que c'est une marque de fabrique. 2, je pense qu'il y a beaucoup de volonté. Et donc la volonté de construire, de bâtir quelque chose, que je retrouve aussi chez mes associés. Et 3, il y a une forme d'exigence qu'on retrouve et que je retrouve toujours chez mes associés qui sont liés peut-être à la formation, à l'éducation qu'on a reçue aussi à HEC. Et je pense que le mix de ces 3 dimensions crée l'esprit d'entreprendre à la HEC. T'as une idée d'où on peut trouver Siem ? Ouais, bien sûr, je crois qu'il est au 2e étage, non ? Et nous voilà donc repartis pour retrouver Siem Jouni. C'est quoi le code déjà ? 720 858. Siem est chercheur, professeur, elle dirige plusieurs programmes liés à l'entrepreneuriat à HEC. Bonjour Siem. Et elle est notamment spécialiste du management de l'innovation. J'ai étudié ce type d'espace où justement on favorise les échanges impromptus entre des intrapreneurs, des entrepreneurs, entre des entrepreneurs jeunes et des entrepreneurs qui ont une expérience professionnelle auparavant. Donc ça favorise l'apprentissage, les conseils, les échanges entre pairs, ce qui est clé en matière d'entrepreneuriat et d'innovation puisque on fait feu de tout bois et on apprend beaucoup en faisant.
Et ce qui est clé, c'est justement de mettre des gens qui ne se ressemblent pas forcément, qui ne parlent pas le même langage. Exactement. Alors là, plus particulièrement dans les programmes que je gère, puisqu'on favorise beaucoup les échanges entre ingénieurs et business et profils de d'autres sources. L'idée, c'est vraiment des différences et des différentes perspectives va naître de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. Ça ne peut pas se faire sans les entreprises de la Fondation, clairement. Merci beaucoup. Dernière rencontre avec Guillaume qui a créé la société Lingueo. Bonjour Guillaume. Bonjour. C'est aussi lui qui dirige le Launchpad d'HEC. Le Launchpad, en fait, c'est une méthodologie qui est séquencée. Vous allez avoir des intervenants, des masterclass, on va avoir des experts dans plein de domaines différents, des rencontres avec des entrepreneurs, mais aussi des jurys face à des professionnels de l'investissement. Mais surtout, on va être beaucoup sur le terrain. Une fois qu'on lance son entreprise, en général, on va chercher un autre type d'accompagnement. Souvent, ça passe par des locaux, des accompagnements des services, des rencontres. Donc là, dans notre écosystème, on va aller à l'incubateur. Et quand on est un peu plus mature, qu'on prend son envol, on va avoir ses propres bureaux, notamment ici, à Bastille. Et l'avantage de tout cet écosystème-là, c'est qu'on va évoluer avec des entreprises de maturité un peu équivalentes et avoir des nouveaux services de l'écosystème HEC qui est plus adapté. Soutenir une fondation d'école, c'est soutenir les projets d'une école. Et les projets d'une école, c'est quoi? C'est des projets qui portent les valeurs d'une école. Donc aujourd'hui, que ça soit dans l'égalité des chances, dans l'impact, dans l'entrepreneuriat, sans fondation, vous ne pouvez pas lancer de nouveaux projets. Merci Guillaume, à bientôt. Merci, au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin de notre petit tour en immersion pour cette soirée annuelle de la Fondation. Merci Guillaume. Merci Sienne. On l'a compris, je crois que c'est la marque de fabrique, une des marques de fabrique d'HEC l'entrepreneuriat. Sans plus attendre, je vais vous demander la réponse, Bernard, au sondage. C'était quoi la date de création du programme Entrepreneur? Alors, je crois me souvenir que c'est 1978. 1978, et vous étiez 79% à répondre. Quand même 21%, limite. Alors, nous avons... c'est mieux que moi sur apprendre à oser. On a compris que l'entrepreneuriat est donc une valeur cardinale de l'école. C'est aussi un vecteur d'impact formidable et ça me fait une transition parfaite pour te demander un mot sur pourquoi tu as choisi l'impact en fait, au cœur de ta feuille de route. C'est effectivement, on a retravaillé la raison d'être, on a retravaillé la mission, les valeurs. On l'a fait avec l'association des diplômés à un moment où le Covid était puissant. Donc on avait besoin de créer du lien au sein d'HEC. On avait besoin d'avoir quelque chose qui nous engage, une sorte d'étoile polaire qui était forte. Et quand on est dans une structure, et il faut le rappeler parce que c'est évident pour nous, mais ça ne l'est pas pour tout le monde, non-profit au service de l'intérêt général, effectivement, notre business à nous, c'est l'impact. Et c'est, Adrien le disait aussi tout à l'heure, au service d'un projet de société qui est fort. Enfin, je veux dire, je le dis, je le répète au sein de l'institution, quand on a 110 nationalités sur le campus, quand on a des étudiants issus de pays en conflit, quand on va chercher des étudiants qui sont issus de pays en guerre, on participe à quelque chose qui nous transcende en tout cas et qui est un projet de société plus inclusif, plus prospère, plus soutenable. Et donc l'impact, ça nous paraissait évident, l'impact de nos professeurs qui permettent de mieux comprendre le monde, de mieux le conceptualiser, d'apporter des solutions, l'impact qu'on peut avoir sur nos élèves, l'impact des cours de stratégie de nos professeurs de stratégie, l'impact, une fois plus, de nos élèves. Une fois quand Béné, Kevin, vous arrivez en disant l'éducation est au cœur de l'ascenseur social, mais voilà, on peut qu'adhérer. Adrien, quand tu nous proposes ça, Jean-Paul, quand tu fais une fondation avec des boursiers sur critères sociaux, quand tous, que ce soit Jean-Luc, que ce soit Rémi, Olivier, tous ceux qui participent à cette aventure-là, ça nous permet de démultiplier l'impact. Vous savez, quand moi je vais... une petite blague, mais quand je vais au ministère des Affaires étrangères, ils me disent à HEC, vous êtes sur toutes nos brochures parce que vous êtes le meilleur outil d'attractivité du territoire. Moi, j'aimerais que HEC fasse totalement partie de la solution et de manière évidente partie de la solution sur tous les sujets, quand on parle d'égalité, quand on parle de soutenabilité, quand on parle de technologie, etc. etc. Et c'est ça vraiment le projet, c'est de dire quelle chance on a d'avoir une institution comme celle-ci sur notre territoire parce qu'elle a de l'impact. Et c'est parce qu'on a de l'impact et parce qu'on aura encore plus d'impact que vous, que vos amis, que les anciens auront envie de venir contribuer à maintenir cette dynamique-là. Et voilà, les ressources qu'on a, elles sont bien entendu au cœur de notre capacité d'avoir un impact, mais j'en fais moi, en tout cas, une conséquence structurante. C'est parce qu'on a de l'impact que demain,
on va pouvoir enclencher ce cercle vertueux de manière très importante. Donc voilà, merci beaucoup à vous toutes et tous pour votre soutien. Et une fois de plus, que de destin changé grâce à vous, quoi. Donc merci. Alors merci à tous les deux et merci à Luc pour cet envol assez inspirant. J'espère suscitera l'adhésion d'un certain nombre de donateurs. Nous sommes là, c'est mon rôle de vous dire, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter l'équipe surtout. Avant de nous quitter, nous avons une invitée spéciale. Une invitée spéciale. Alors, elle s'appelle Yasmine. Yasmine est promotion 2015. Et certains d'entre vous se souviennent peut-être d'une lettre magnifique qu'elle nous avait envoyée, dans laquelle, elle nous racontait son parcours. Yasmine a bénéficié d'une aide de la Fondation. Elle nous expliquait à quel point cette aide lui avait été précieuse. Ce soir, elle est là avec nous. On la remercie chaleureusement d'être venue de Madrid. Et Yasmine va nous raconter son parcours. Elle avait, je dirais, des étoiles dans les yeux. Elle rêvait de la lune et elle l'a décrochée. Donc, à toi, Yasmine. Merci. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. La première fois que moi j'ai entendu parler d'HEC, c'était à Question pour un champion. J'avais 7 ans. On est à la fin des années 90 et la télévision à tube cathodique, pas comme celle-ci, a été allumée, comme souvent chez moi. Elle accompagnait tous mes retours d'école, la plupart de mes soirées. Et j'adorais Question pour un champion, parce que j'adorais Julien Lepers et son énergie, mais aussi parce que c'était une émission de culture générale qui me donnait l'impression chaque soir d'apprendre quelque chose de nouveau, et sur des thématiques que je ne connaissais pas du tout, comme le théâtre, la peinture. Et donc ce soir-là, c'est l'édition Grandes Écoles. Donc une grande école, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais je comprends que ce sont les meilleurs étudiants et les meilleures institutions qui s'affrontent. Et ce soir-là, c'est HEC contre Polytechnique en finale. Les questions s'enchaînent sur de la politique, de l'histoire, de la peinture. Et je me souviens qu'enfant, j'étais très contente parce que j'arrivais à répondre à certaines des questions. Mais j'étais tellement loin de ces champions et du champion d'HEC qui gagne ce soir-là. Et donc, je me mets à rêver d'être comme lui un jour, plus tard, quand je serai grande. Je me mets à rêver, mais je ne me mets pas à imaginer d'entrer à HEC. Parce que de là où je viens, on dit entrer à HEC comme on dit aller sur la Lune. C'est le synonyme d'un rêve qui est beau, qui est grand, mais qui nous semble vraiment impossible. De là où je viens, ce n'est pas très loin d'ici, c'est à Argenteuil, où j'ai grandi, dans un petit appartement, dans un grand immeuble, dans une famille d'immigrés, une famille modeste, pas indigente, mais très modeste. Je n'avais pas de chambre à moi, par exemple, pas de bureau, je dormais par terre dans le salon sur un matelas. Et donc, de là où je viens, avoir le bac, c'est déjà bien. On peut imaginer avoir un BTS, mais les grandes écoles, on n'y pense pas, on n'en parle pas, ce n'est pas pour nous. Mais j'ai eu l'immense chance d'avoir une mère qui n'a pas arrêté de me répéter qu'il n'y avait que le travail, le travail, le travail. Et donc j'ai gardé cette conviction vraiment ancrée en moi. Et donc son insistance est devenue ma persévérance. Et naturellement, j'ai eu des bons résultats scolaires qui ont donc mis sur ma route des professeurs qui, eux, ont cru en moi. Et donc la première fois que j'entends parler de prépa, c'est en première, par mon professeur de physique-chimie, M. Buongiorno,
Et comme j'avais des résultats scolaires qui étaient bons à peu près dans toutes les matières, ce qui faisait le plus de sens pour moi, c'était la prépa HEC. Et donc je me mets à vouloir faire une prépa HEC. Mais je discute avec mes parents et en fait, je suis dissuadée de le faire parce que, considérant notre situation, c'était très difficilement imaginable de prendre un chemin qui, par la suite, eh bien, me devait faire payer plus de 10 000 € chaque année de frais de scolarité. Ça semblait impossible. Donc j'ai renoncé. Et on voit que dans ce renoncement, c'est vraiment la pression financière qui découlait de cette option qui a été déterminante. Je suis quand même allée en prépa, mais maths sup, maths spé. Et quelques années plus tard, je suis en école d'ingénieur, à Sup Aéro, comme M. Ramanotsu. Et ce rêve de faire HEC que j'avais vraiment enfoui et pris le soin d'oublier, en fait, ressurgit. Parce qu'une convention de double diplôme venait d'être signée avec mon école. Donc le rêve revient avec toute sa force. Et si ma situation à moi n'avait pas changé, je découvre un fait majeur pour moi, qui est que je pouvais bénéficier, j'étais éligible à une aide de la fondation d'HEC pour financer ma scolarité. C'était nouveau. Et s'il n'y avait pas eu cette aide, je n'aurais même pas déposé mon dossier, en fait. Et je ne serais pas venue ici faire le face-à-face. Et finalement, donc, ça me décide. Je viens passer les concours et les oraux. Et donc, un jour, je suis très fière d'annoncer que j'ai intégré à HEC. Et j'y passe 2 années exceptionnelles. Je me joins à l'émotion de mes camarades provoquée par le retour sur le campus. Et je trouve ma voie aussi à HEC. En dernière année, je suis dans le master projet innovation conception, donc de Siem Juini qu'on a vu tout à l'heure. Et nous faisons un voyage à San Francisco. Je découvre la baie, le monde de l'innovation. On visite Y Combinator, on visite la factory de Tesla. On parle avec le directeur de la BPI France aux États-Unis. Donc c'est vraiment un choc pour moi. C'est un révélateur cette année-là, ce voyage-là. Et donc cette découverte du monde de l'innovation et aussi de la pensée américaine, think big, sky is the limit. Tout ça résonne en moi et détermine la suite de mon parcours, puisque par la suite, on parlait d'innovation dans les entreprises. J'ai intégré le laboratoire d'innovation d'Air Liquide et je poursuis aujourd'hui ma carrière dans ce groupe dans le cadre de la transformation et de la digitalisation des opérations. Donc ma mère, elle ne comprend pas ce que ça veut dire, ça, mais elle est très fière de ce parcours. Et quand je retourne la voir, toujours à Argenteuil, puisqu'elle y est toujours, évidemment, je rencontre aussi d'autres jeunes que j'ai accompagnés, comme Elliot, par exemple, que j'accompagne depuis le lycée. Et j'essaie de les convaincre de croire en leur potentiel, d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Peut-être que ça demandera plus d'efforts que pour d'autres personnes. Peut-être que les conditions sont extrêmement difficiles et qu'elles peuvent laisser penser que c'est impossible et qu'on n'y arrivera pas. Mais il faut quand même donner le maximum d'énergie pour le faire. Parce que si on le fait, si on va jusqu'au bout, sur notre route, il y aura des anges gardiens comme vous. Et ces anges gardiens rendront l'impossible possible. Donc je voulais vous remercier à nouveau, avec plus de recul aussi, pour vous montrer à quel point votre action peut changer des vies. Donc c'était vraiment très important pour moi de vous le redire. Et pas seulement en mon nom, mais aussi au nom des dizaines, des centaines d'étudiants HEC passés et à venir qui bénéficieront de votre aide et dont les rêves d'enfants vont aussi se réaliser grâce à vous. Merci beaucoup.
Quelle belle façon de conclure cette soirée. Un immense merci Yasmine d'être venue exprès de Madrid pour partager avec nous ton émotion aussi. Merci beaucoup. Je crois qu'on se quitte avec quelques images, comme promis, qui ont été préparées par la promo 2024. Merci beaucoup. Bonne soirée. Non mais attends, mais c'est la fin là? Fail. Ils ont oublié la chanson? Bah ouais, je sais pas, il y a des traductions. C'est possible. Faut la respecter, hein. Grave. Bon. On y va. Allez, c'est parti. Terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le Célandais était en peine, Maureen a plongé dans un lac du Connemara. John Kerry s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit, Terry, Mary, dans les gardis, oui.